et bon réveil. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité de ce lundi. Les Grecs, tout d'abord, ont voté. Ils ont dit oui. Oui à l'Europe, oui à Alexis Tsipras qui a réussi son pari audacieux. Ce scrutin lui donne une nouvelle légitimité et le Premier ministre ne veut pas perdre de temps. Il annonce cette nuit la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pas de répit. À Jérusalem, les lanceurs de pierres continuent de s'en prendre aux habitants juifs de la ville. Hier, un nourrisson a été sauvé in extremis. Parallèlement, un missile a été tiré à l'aube sur un terrain vague de la banlieue d'Ashkelon. Pour la première fois depuis l'opération à Gaza l'été dernier, le système de défense d'hommes de fer a été déployé dans le sud du pays. Et puis Benjamin Netanyahu est à Moscou ce lundi, tête-à-tête avec Vladimir Poutine pour tenter de calmer ses ardeurs en Syrie. Israël s'inquiète de voir des armes russes sophistiquées tomber dans les mains de ses ennemis. Et puis Marine Le Pen a démarré officiellement sa campagne pour les régionales hier, fort d'un nouveau sondage où elle arrive en tête dans un fief historique de la gauche, le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, le goûter pour adultes fait son grand retour. Selon une récente étude, 65% des adultes s'y mettent. À suivre, le tour des nouveautés à boire et à manger pour une pause gourmande bien méritée. Bienvenue à tous. Alexis Tsipras remporte donc son audacieux pari électoral. Le Premier ministre sortant a remporté les législatives anticipées en ramenant aisément son parti de gauche radicale Syriza au pouvoir. Il annonce, je vous le disais, dans la foulée, la formation d'une coalition avec la droite souverainiste à Bruxelles. On pousse également un ouf de soulagement. Myriam Aman. Un Alexis Tsipras tout sourire. Il vient de gagner son pari en remportant haut la main les législatives qu'il a lui-même provoquées. Ce fut une bataille difficile. Aujourd'hui, je me sens légitime parce que le peuple grec nous a donné un mandat clair pour continuer le combat à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Syriza engrange plus de 35% des votes contre 28% pour sa principale rivale, Nouvelle Démocratie. Une victoire sans appel concédée rapidement par le Parti conservateur. Je félicite M. Tsipras et lui demande instamment de former un gouvernement et de venir au Parlement. Tout le reste, nous allons en débattre en temps voulu. Les électeurs ont donc choisi de redonner sa chance à Alexis Tsipras, mais ils préviennent, il n'aura pas droit à un autre faux pas. C'est une victoire très nette pour Syriza. C'est une seconde chance qui lui est donnée. Donc maintenant, il devra appliquer son programme. Il n'aura pas de troisième chance. L'écrasante victoire de Syriza, qui obtient 145 sièges sur 300, ne lui donne pas pour autant la majorité absolue au Parlement. Alexis Tsipras a donc décidé de reconduire son alliance avec le parti souverainiste, qui lui a engrangé une dizaine de sièges. La France est l'un des premiers partenaires de la Grèce à avoir salué la victoire de Syriza. Le président français François Hollande, en déplacement au Maroc, y voit un succès pour l'Europe. Résultat important pour la Grèce, qui va connaître une période de stabilité, avec une majorité solide, et avec des dirigeants, et notamment Alexis Tsipras, qui a courageusement défendu sa position. C'est un succès important pour l'Europe, qui doit entendre le message des Grecs. Dans ces élections, il faut également noter un taux d'abstention très élevé. Plus de 45% des électeurs grecs ont boudé les urnes. Et puis le troisième parti grec, le néo-nazi Obdoré, conforte sa position avec 7% des voix et 19 sièges au Parlement. Et depuis Athènes, on retrouve notre correspondant Ismaël Merighetti. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quel message ont fait passer les Grecs avec leur choix hier en réélisant Alexis Tsipras ? Alors écoutez, le message est double avec cette victoire nette d'Alexis Tsipras. C'est à la fois un oui à l'Europe, car Alexis Tsipras le maintient et ne veut pas faire sortir la Grèce de la zone euro. Et puis c'est également un soutien à cette gauche dont on ne veut pas qu'elle reste une seule parenthèse depuis janvier dernier. On lui confie encore une fois les rênes du pouvoir, on lui fait confiance pour qu'il tente de négocier au mieux avec les créanciers. Alors Alexis Tsipras, on l'a dit, a joué son va-tout dans cette élection. Il a remporté son pari, mais est-ce qu'il a désormais les mains libres pour agir dans ce gouvernement de coalition qu'il a d'ailleurs déjà annoncé ? Alors effectivement, on se retrouve dans la même situation qu'il y a quelques semaines, à savoir une coalition entre Syriza et le petit parti de droite souverainiste et anti-austérité des Grecs indépendants.
Alexis Tsipras s'est libéré de l'aile gauche de son parti, les frondeurs qui, eux, réalisent la mauvaise opération de ces élections puisqu'ils n'entrent pas au Parlement et réalisent moins de 3% des voix. Donc de ce côté-là, il s'est libéré un petit peu les mains. Malgré tout, il va devoir réaliser encore une fois de compromis, notamment peut-être sur la question de l'immigration avec son allié des Grecs indépendants. Et puis, il reste la pression du plan d'austérité acté cet été. Et là, la marge de manœuvre est très faible. Alors, un mot justement de cette thématique de l'immigration. Le parti d'extrême droite grec, Obdoré, a gagné du terrain. Il arrive en 3e position et devient donc le premier parti de l'opposition. C'est grâce à sa solide rhétorique anti-immigration, anti-européenne qu'il a réussi à se hisser à 3e place du podium. Alors effectivement, il y a cette thématique anti-immigration qui n'a pas été très utilisée par les deux partis, Syriza et la droite, pendant cette campagne, qui a été récupérée par effectivement ce parti néo-nazi de l'Aube dorée. Et puis, il faut le dire, ce parti s'est présenté comme le seul parti anti-système pendant cette campagne, puisqu'à la fois Syriza et la droite ont tous les deux signé le plan d'austérité acté cet été. Donc, le parti de l'Aube dorée apparaissait comme finalement le seul parti d'opposition ici en Grèce. Et ça, effectivement, ça pose problème puisqu'il arrive une nouvelle fois en 3e position. C'était déjà le cas en janvier dernier et son score est un petit peu plus élevé. Il gagne quelques députés au Parlement. Ismaël Meraghetti depuis Athènes, merci d'avoir été avec nous. Et on vient de l'évoquer, 2 mois après avoir obtenu de ses créanciers un 3e plan d'aide, la Grèce se doit donc de poursuivre ses réformes, retraite, fiscalité, mais également privatisation. Des privatisations qui ont démarré il y a de cela plusieurs mois déjà, mais qui ne se sont pas avérées très efficaces. Océane Nicole. La Grèce est à vendre, ou du moins une bonne partie de ses fonds publics. Depuis des mois, elle tente en effet de sortir la tête de l'eau, plongée dans une crise économique sans précédent. Et pour ça, le pays est prêt à tout. Aéroports, plages, hippodromes ou encore compagnie d'électricité. La Grèce cède tout ce qu'elle peut, et le tout avec des prix plus que soldés. L'ex-aéroport d'Athènes a été en effet vendu à 915 millions d'euros, mais certains experts l'estimaient à près de 3 milliards. Des prix au rabais qui déplaisent aux citoyens grecs. Les manifestations ne cessent de se multiplier dans le pays. À Corfou, par exemple, une des nombreuses îles de la Grèce, l'aéroport a été récemment vendu pour une bouchée de pain à l'Allemagne, ce qui avait provoqué l'indignation de la population. Le maire de l'île souhaite désormais instaurer un référendum régional pour arrêter ces privatisations. Mais la Grèce n'a pas le choix, elle est observée de près par ses créanciers européens. Ces privatisations rentrent en effet dans le cadre du 3e plan d'aide du pays. Depuis 2011, la Grèce a déjà vendu pour près de 8 milliards d'euros, mais seulement 3 milliards ont été réellement perçus par l'État. Le pays est donc encore loin de remonter la pente de la dette. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé son intention de déclarer une guerre sans merci aux lanceurs de pierres au regard des violents incidents survenus ces derniers jours à Jérusalem. Parallèlement, les tirs sporadiques depuis Gaza sur le sud d'Israël se sont eux aussi poursuivis ce week-end. Océane Nicole. Jérusalem est sous haute tension. Depuis une semaine, les affrontements ne cessent de s'intensifier entre Palestiniens et Juifs sur l'esplanade des mosquées. Jets de pierre et cocktails Molotov, les forces de police de la ville sont débordées. Des dizaines de Palestiniens ont été arrêtés. Ce dimanche, à la limite de Jérusalem-Est, une femme et son bébé dans leur voiture ont été la cible de lanceurs. In-extremistes, ils ont pu être sauvés par les autorités. Des affrontements de plus en plus violents qui inquiètent le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou s'est en effet exprimé hier. Il réaffirme le durcissement des peines et souhaite prendre des mesures de fermeté. Aujourd'hui, nous faciliterons l'extension du champ d'action possible de la police pour que celle-ci puisse mettre fin aux lancers de pierres et de cocktails Molotov. Nous continuerons à accroître les effectifs afin d'arrêter les émeutiers en nous basant sur un principe simple que nous continuerons à appliquer, et ce, dans la limite de son cadre. Quiconque nous attaque, nous lui ferons mal. Nous avons également commencé rapidement à modifier la législation pour imposer des amendes aux parents de mineurs qui jetteraient des pierres ou des cocktails Molotov. De son côté, les leaders arabes continuent de mettre en garde Israël. Le roi Abdallah II de Jordanie a souligné la nécessité d'une position ferme de la part de l'Union européenne contre les violations graves faites par le peuple israélien sur un des lieux les plus saints de l'islam. Depuis le Caire, le président égyptien s'est lui aussi exprimé. والتي تعد بلا شك انتهاكا خطيرا للمقدسات الإسلامية
C'est sans aucun doute une violation dangereuse des lieux saints musulmans. La communauté internationale doit comprendre l'attachement de tous les musulmans à ces lieux. Cela peut mener à une escalade qui peut avoir des conséquences pour la paix et la stabilité, non seulement pour les peuples palestiniens, israéliens, mais aussi pour la région et le monde. Mais ces affrontements ont pris une autre tournure. Les représailles ont dépassé les frontières de Jérusalem. Depuis ce vendredi, 4 roquettes ont été tirées depuis Gaza en direction d'Israël. Toutes tombées dans des terrains vagues, aucun blessé n'est à déplorer. Cette nuit encore, une nouvelle roquette est tombée dans la ville d'Ashkelon. L'armée israélienne a déployé son système d'antimissiles Dôme de fer dans les villes du sud du pays. Ce système de protection n'avait pas été déployé depuis l'opération Bordure protectrice de l'été dernier. Voilà, et depuis le début des affrontements à Jérusalem, on vient de le voir, les pays arabes ne mâchent pas leurs mots à l'égard d'Israël. Les pays du Golfe, la Turquie, la Jordanie, tous ont fermement condamné Jérusalem. Cyril, dans ce contexte, vous nous rapportez l'information suivante. Visite à Amman et à Istanbul de députés arabes israéliens ces dernières 24 heures. Oui, une délégation triée sur le volet de 5 arabes israéliens issus de la liste arabe unie. Cette nouvelle formation politique arabe née lors des dernières élections législatives en Israël. Eh bien, ces 5 députés ont été reçus, comme vous le disiez, à Amman hier par le roi Abdallah II de Jordanie. Alors au cœur de l'entretien, évidemment, l'escalade des violences sur l'esplanade, on va dire, sacrée de Jérusalem, aussi bien sacrée pour les juifs que pour les musulmans. Les juifs l'appellent le mont du temple, les musulmans l'esplanade des mosquées. Alors pourquoi ces députés israéliens ont choisi la capitale jordanienne ? Tout d'abord parce qu'il faut bien reconnaître que c'est la Jordanie qui est la première à être montée au créneau, le premier pays arabo-musulman à être monté au créneau dès le début des émeutes, en critiquant très vivement Israël pour ces émeutes. Et pour cause, depuis 1967, par exemple, vous savez que la Jordanie est la garante des lieux saints musulmans de Jérusalem, garante de ce statu quo dont tout le monde parle, de statu quo que les Arabes ne veulent pas remettre en cause et qui craignent effectivement qu'Israël veuille remettre en cause ce statu quo en permettant notamment à des pèlerins juifs de prier sur cette esplanade des mosquées, barre oblique, mont du temple. Et puis la semaine dernière, le roi Abdallah II de Jordanie avait déjà critiqué Israël, s'était même entretenu avec le vice-président américain Joe Biden en demandant aux États-Unis d'adopter une position très ferme sur ce sujet contre Israël. Et hier, avec ses députés arabes israéliens, eh bien, il a de nouveau dénoncé ce qu'il a qualifié de violation israélienne et a mis en garde contre une, je cite, judaïsation des lieux saints de Jérusalem. Il a dit la chose suivante: je le dis net et clair, il n'y aura pas de division. El-Aqsa est un lieu saint, un lieu de prière pour les musulmans. Je suis de très près les événements sur l'esplanade et ils seront au cœur de mes entretiens la semaine prochaine avec les dirigeants du monde entier. Ce sera donc à l'ONU. Alors c'est un message de fermeté, mais sans doute Abdallah cherche-t-il également à apaiser la population jordanienne qui, faut-il le rappeler, composée à majorité de Palestiniens. Près de 70% des citoyens jordaniens sont des Palestiniens gouvernés par une petite minorité, la minorité hachémite évidemment de laquelle le roi est issu. Vendredi dernier, on le voit sur ces images, d'importantes manifestations ont pris place à Amman et dans d'autres villes du royaume hachémite en signe de soutien avec les frères palestiniens, donc de ces ressortissants jordaniens. Alors, et après Amman, on l'a dit, les députés devaient se rendre à Istanbul. Istanbul qui est accusé par Israël d'attiser la haine à Jérusalem. Oui, parce que les députés arabes israéliens, on le voit bien, cherchent à essayer à tout prix de sortir de ce confinement politique du conflit. Ils veulent peut-être essayer bien de sensibiliser le monde arabo-musulman à Jérusalem. On sait qu'il y a un sujet ultra sensible dans le monde arabo-musulman. Donc après leur rencontre avec le roi Abdallah, ils devaient effectivement se rendre à Istanbul pour rencontrer le président turc Erdogan, qui a lui été très virulent également à l'égard d'Israël. Et puis on le voit bien, Égypte, Jordanie, 2 pays arabes qui sont les seuls pays arabes signataires d'un accord de paix avec Israël. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tentative de déstabilisation, en tout cas d'étendre le conflit au-delà du conflit israélo-palestinien ou du conflit en tout cas avec les Arabes israéliens. Alors la réaction de l'ultra-droite ne s'est pas faite attendre, israélienne bien sûr. C'est l'ancien chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, qui a réagi, qui a eu la réaction peut-être la plus cinglante. Je vous propose de la lire. Pour lui, ce voyage n'est autre qu'une énième étape dans l'incitation à la haine des députés de la liste arabe unie. Ces parlementaires, a-t-il dit, se livrent inlassablement des actions anti-israéliennes. Ils passent leur temps à déstabiliser la région et à saboter l'image d'Israël alors qu'ils siègent au Parlement. Et puis, Avigdor Lieberman de finir par cette suggestion: je leur suggère, a-t-il dit, d'ajouter une étape à leur itinéraire de se rendre en Syrie et d'y rester. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Cyril.
En Cisjordanie, nouvelle manifestation violente hier soir à Bethléem. Colère suite à cette vidéo qui a agité la toile tout le week-end. Vous le voyez, il s'agit de violents affrontements entre des policiers palestiniens et des manifestants palestiniens vendredi après-midi. Ces manifestants voulaient s'en prendre à Israël et ont été pris à partie par les forces présidentielles de Mahmoud Abbas. On y voit un policier arrêter un jeune manifestant puis le battre avec une matraque jusqu'à ce qu'il tombe au sol. D'autres policiers, vous le voyez, le rejoignent et au moins 5 d'entre eux commencent à battre violemment ce jeune homme avec des matraques jusqu'à ce qu'il perde connaissance et soit emmené de force. François Hollande a clos une visite de 2 jours au Maroc. Le président français a voulu renouer ses relations, des relations sereines avec le pays et son roi Mohamed VI. Elles avaient été affectées, on s'en souvient, par une brouille de près d'1 an, mais les difficultés sont désormais dépassées. C'est ce qu'affirme François Hollande, les temps forts de cette visite avec Julia Galancia. Offensive de charme pour François Hollande. En visite au Maroc, le président français vient renouer des relations sereines avec le royaume. L'an dernier, Rabat avait vécu comme une offense à sa souveraineté la convocation par un juge d'instruction français du chef du renseignement marocain Abdelatif Hamouchi pour acte de torture. Le Maroc avait suspendu la coopération judiciaire entre les 2 pays. La brouille diplomatique avait duré près d'1 an. Ce dimanche, François Hollande s'adressait à la communauté française au consulat, affirmant ouvrir avec Mohamed VI une nouvelle étape du partenariat franco-marocain. Aussi parce que, je ne vous apprends rien, il y avait eu ces derniers mois, comme l'on dit dans le langage diplomatique, quelques difficultés. Elles sont non seulement surmontées, effacées, mais surtout dépassées. Au programme de cette rencontre, la politique sécuritaire. Les 2 pays qui ont durci récemment leur arsenal législatif antiterroriste ont décidé d'unir leurs efforts pour la formation d'imams à l'Institut Mohamed VI, ouvert en mars à Rabat. Une déclaration conjointe a été signée samedi pour stipuler que cette formation devra promouvoir un islam conforme aux valeurs d'ouverture et de tolérance. Et nous voulons aussi donner un caractère international à cette visite, puisque nous avons avec le Maroc une volonté d'agir ensemble en Afrique et également de lutter contre le terrorisme, qui reste notre plus grande préoccupation. La France souhaite par ailleurs renforcer son rang de premier partenaire économique de Rabat grâce à l'importance de ses investissements. Paris peut se targuer d'être le premier pourvoyeur d'aide publique au développement au Maroc. La France a choisi ces dernières années de soutenir ces géants industriels dans des projets d'envergure. Le TGV marocain livré par Alstom doit entrer en service courant 2017 pour relier à terme Tanger à Casablanca. Quasiment toutes les entreprises du CAC 40 sont présentes au Maroc, qui accueille environ 750 filiales d'entreprises françaises. Un mot de politique intérieure à présent. Marine Le Pen a lancé officiellement sa campagne des régionales hier. Un départ en fanfare, puisque d'après un nouveau sondage, la chef du FN arriverait nettement en tête du premier tour et l'emporterait largement au second. Rudy, une avance d'au moins 10 points sur ses rivaux. Et on le rappelle, on est à 2 mois et demi seulement du scrutin. Oui, c'est un sondage qui vient en conforter un autre paru la semaine dernière dans La Voix du Nord. Je vous propose de regarder cette nouvelle enquête qui est donc parue hier au premier tour. On retrouve Marine Le Pen largement en tête avec plus de 36% des suffrages, loin devant Xavier Bertrand, 26%, et devant la liste PS-PRG conduite par le socialiste Pierre de Saint-Ignan, seulement 21%. Et le reste des voix, là, au premier tour, se partagerait entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Alors, cas de figure qui amènerait donc ce qu'on appelle une triangulaire au second tour. Et bien là, même scénario, regardez la prévision pour le second tour avec une Marine Le Pen, là, cette fois, largement en tête, 39%, suivi à 7 points de Xavier Bertrand, 32%, et la liste de gauche à 29%. Donc la situation est claire. Vous l'avez dit, 2 mois et demi du scrutin, la région Nord-Pas-de-Calais n'a jamais été aussi proche de tomber dans l'escarcelle du FN, ce qui serait évidemment une première pour une région en France. Allez, on a du mal pourtant, Rudy, à imaginer un tel scénario, puisque dans ce genre de cas, et c'est la tradition française qui veut ça, un front républicain se forme contre le député ou l'homme politique du Front National. Absolument.
donc le fameux Front républicain où on fait traditionnellement barrage, comme on dit au Front national. Alors sauf que pour l'instant on en est loin. Déjà interrogé sur ce cas de figure, Xavier Bertrand est pour l'instant catégorique. Il a qualifié le FN de favori de papier et il ne veut pas faire alliance avec le FN, tout simplement parce que, avec le PS, pardon, tout simplement parce que c'est bien le Parti socialiste qu'il pointe comme responsable de l'état de la région, une région où le chômage est à 13%, une région vraiment dévastée. Il se pose en homme politique responsable. Pour lui, le FN, c'est tout sauf une solution. Le FN ne fait que surfer sur les problèmes. Pour lui, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de FN. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de BFM TV hier soir. Elle ne parle que des problèmes en essayant de les grossir. Elle a besoin des problèmes. Le Front National a besoin des problèmes. Il se nourrit des problèmes. Mais bien sûr, le jour où il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de Front National. Le rôle des responsables politiques, c'est d'apporter des réponses à ces problèmes. Elle, ne lui demandait pas de scier la branche sur laquelle elle est assise. Le jour où il n'y a plus de problèmes migratoires, le jour où il n'y a plus de chômage, le jour où il n'y a plus de misère, elle a besoin que les gens soient dans leurs problèmes. C'est toute la différence, mais ça fait une sacrée différence. C'est un coup de poker. C'est une stratégie en tout cas tout sauf surprenante. Il s'agit pour le maire de Saint-Quentin de se poser en l'homme politique qui ne doute pas, qui ne vacille pas, d'autant plus que de l'autre côté, la gauche tient quasiment le même discours. Regardez ce que disait Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS la semaine dernière dans un entretien à Libération. Les déclarations extrémistes d'Estrosi et de Bertrand sur les réfugiés empêchent désormais le Front républicain. Tout cela ressemble à s'y méprendre, à un boulevard pour Marine Le Pen et le Front national pour ses régionales. Merci beaucoup, Rudy. La crise des migrants continue de bouleverser l'Europe. Des milliers de demandeurs d'asile continuent de traverser les Balkans. Ils poursuivent leur long exode vers l'Europe occidentale. Exode semé d'obstacles alors que de nombreux pays continuent de verrouiller les uns après les autres leurs frontières. La Croatie, la Slovénie et la Hongrie ne cessent de se renvoyer la balle. Myriam Aman. Des milliers de migrants poursuivent leur périple dans les Balkans, se retrouvant souvent coincés aux frontières, dans le triangle formé par la Hongrie, la Croatie et la Slovénie. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi on leur refuse le passage vers l'Europe du Nord. Tous les membres de ma famille ont été tués. Ma sœur, ma mère, mon père, tous. Je suis le seul qui ait fui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je veux juste vivre ma vie, c'est tout. La Hongrie a verrouillé sa frontière avec la Serbie le 14 septembre dernier, dans le cadre de nouvelles dispositions anti-immigration, obligeant les réfugiés à trouver d'autres itinéraires. La Croatie a ainsi été rapidement submergée. Elle aussi a fermé certains points de passage sur son territoire et a renvoyé des milliers de migrants en car et en train vers la frontière hongroise. Réponse de la Hongrie, déploiement de véhicules blindés et pose de barricades à la frontière. La Croatie et la Hongrie devenues difficilement accessibles, les migrants tentent la route par la Slovénie. Le pays est là aussi rapidement dépassé. Des milliers de migrants sont ballottés d'une frontière à une autre, bloqués dans un espèce de no man's land. Mais la situation pourrait peut-être s'améliorer. La Hongrie, très ferme au départ, a rouvert l'un des principaux points de passage avec la Serbie. C'est le soulagement chez les migrants. Nous étions déprimés lorsque la Hongrie a fermé la frontière, mais nous sommes heureux aujourd'hui. Une fois la frontière franchie, ces migrants sont conduits vers la gare pour prendre la direction de l'Autriche. Plus de 15 000 réfugiés sont arrivés en Autriche depuis samedi matin. Et alors que cette crise migratoire se poursuit en Europe, on s'arrête ce matin sur une initiative citoyenne. Dans les jours qui viennent, un guide du routard sera distribué gratuitement aux migrants. Betsabé, un routard spécial réfugié, de quoi s'agit-il? Exactement, alors voilà, c'est un guide, Hello, c'est son nom, donc distribué dans les jours qui viennent et qui concentre toutes sortes de thèmes, comme vous pouvez le voir à l'écran, hébergement, alimentation, lieu de culte, comment tirer de l'argent même. Alors ça se présente sous la forme donc d'une BD sans texte et c'est important justement parce que ce routard spécial réfugié eh bien, tente de pallier les fossés dus à la langue et puis au manque bien sûr de traducteurs comme en érythréen par exemple, et surtout un guide qui devrait permettre de se faire comprendre une fois dans le pays d'accueil. Alors Hello permettra de demander notamment où se trouve une mosquée, permettra de faire part d'un interdit alimentaire comme celui de l'alcool
écoles par exemple avec toutes sortes d'illustrations, on en a vu certaines potentiellement utiles et que donc on peut montrer du doigt. Alors je vous propose de regarder d'autres exemples. Regardez, vous avez les numéros d'urgence par exemple, ou alors les différentes cartes d'identité et passeports. Vous avez des informations sur les transports en commun, comment se déplacer, comment pouvoir payer, voilà, vous pouvez montrer avec le doigt, et vous avez des informations sur la santé, sur l'hygiène, même concernant les bébés, regardez, les biberons, les couches, etc. Un travail qui a été achevé, il faut le noter, pas par l'équipe habituelle du routard, mais une espèce d'équipe ad hoc, donc pas comme pour les guides sur Rome et sur New York, et en collaboration avec une panoplie d'ONG, d'associations qui ont contribué grâce à leur expérience. D'ailleurs, la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, eh bien, va distribuer ces guides, 4000 guides. Est-ce qu'on sait, Betsabe, comment est né ce projet? Pourquoi avoir conçu un routard pour migrants? Eh bien, tout simplement, frustration, colère du fondateur du guide du routard, Philippe Glohagen, qui a d'ailleurs fait part de son opinion très tranchée au JDD ce week-end. On en accueille donc des migrants, 24 000, on est des salauds, nos gouvernants sont des poules mouillées, chacun doit se débrouiller, il ne s'agit pas de réfugiés économiques, mais de gens qui vont crever. Fin de citation. Alors on note que le routard ne supporte pas à lui seul la charge de cette initiative, donc à but humanitaire. Les voyageurs du monde ont décidé de mettre la main à la pâte, la moitié du financement. Une première donc à noter pour ces éditions du voyage qui se sont consenties, concernées plus que jamais. Merci beaucoup Betsabe. Autre temps fort de l'actualité internationale, cette rencontre tenue secrète jusqu'au dernier moment. Le pape François, en visite à Cuba, a rencontré hier soir l'ancien président Fidel Castro. Explication, Océane Nicole. C'est une image historique, le pape François en visite au domicile de Fidel Castro. Une atmosphère familiale et informelle, le souverain pontife et le chef de la révolution cubaine se sont entretenus pendant une trentaine de minutes. Au programme des discussions, les grandes problématiques mondiales comme l'environnement, un thème cher à Fidel Castro. Une rencontre qui s'inscrit dans la visite du pape François sur l'île castriste. Les fidèles ont répondu présents à La Havane. Ils sont des centaines de milliers réunis place de la Révolution pour être sûrs d'apercevoir le premier pape latino-américain. Certains ont même veillé toute la nuit. Lorsque le pape François arrive à bord de la Papa Mobile, difficile de dissimuler l'émotion. Nous espérons que le pape François délivre un superbe message, un message de paix qui unisse toute l'humanité dans son ensemble. C'est un privilège d'avoir un pape qui combat la pauvreté et qui cherche à mettre fin au blocus. Pour nous, le fait qu'il soit argentin est un honneur, mais pas seulement pour l'Argentine, pour toute l'Amérique latine. Sur cette place emblématique de la révolution cubaine, un autel géant a été édifié pour le pape François. Mais dans l'homélie de sa messe solennelle, moment le plus important de sa visite de 3 jours, le pape argentin n'aborde pas directement la situation politique sur l'île ou les relations avec les États-Unis. Nous sommes tous appelés dans la vocation chrétienne au service qui sert, et nous devons nous aider mutuellement à ne pas tomber dans la tentation du service qui se sert. Au total, 3500 invités officiels étaient présents, parmi lesquels le président cubain Raúl Castro et la présidente argentine Cristina Kirchner. Le pape François a débuté samedi une visite de 3 jours à Cuba, la première étape d'un voyage de 8 jours qui le conduira aux États-Unis dès mardi, avec des passages par Washington, New York ou encore Philadelphie. C'est la première fois que le pape François se rend dans ces 2 pays, plus de 2 mois et demi après le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Quelques images de sport avant de se quitter pour un nouveau journal. L'équipe d'Espagne de basket, emmenée par un éblouissant Pau Gasol, a remporté hier le titre de championne d'Europe. Et ce pour la 3e fois de son histoire. Les Espagnols ont battu en finale la Lituanie sur le score de 80-63. La France a pris la médaille de bronze en battant la Serbie 81 à 68. Voilà, on se retrouve après un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On poursuit par ce pas de plus vers une normalisation entre l'Iran et le reste des nations. Le directeur général de l'AIEA, Yukihaya Amano, est arrivé hier à Téhéran. Une étape indispensable dans la mise en œuvre de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien. Le chemin aura été bien long, mais elle est là, la poignée de main, sous l'œil du guide suprême Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran. Ça n'est pas la première visite d'un chef de l'AIEA à Téhéran, mais c'est de loin la plus amicale depuis l'accord signé à Vienne le 14 juillet dernier. Tout sourire, Hassan Rouhani reçoit Yukiya Amano, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le haut responsable a une mission, obtenir des clarifications sur un dossier brûlant, le programme nucléaire iranien. Le cercle rapproché du président iranien fait face à la délégation de l'Agence internationale. Seul au centre, Hassan Rouhani ouvre les discussions. Attentif, le chef de l'agence pourrait également s'exprimer devant la commission spéciale du Parlement iranien, une commission mise en place pour examiner l'accord nucléaire conclu avec les 5+1. Le haut fonctionnaire international avait déjà pris la parole en public sur ce dossier. C'était au mois d'août dernier, devant le Congrès américain. L'objectif était alors simple, convaincre les élus républicains, farouchement opposés à l'accord, de son bien fondé. Aujourd'hui, à Téhéran, c'est de clarification qu'il est question. En clair, ramener sur la table des questions en suspens, passées comme présentes. Et des pierres d'achoppement, il y en a quelques-unes, des ambiguïtés essentiellement liées au processus de vérification, un préalable indispensable à la levée des sanctions internationales. Des vérifications pour faire la lumière sur la possible dimension militaire du programme nucléaire iranien. Malgré l'accord, de nombreux pays accusent ouvertement la République islamique de chercher à fabriquer une bombe atomique. Téhéran a toujours nié et nie toujours ce qu'elle considère comme de simples allégations infondées. L'enquête de l'AIEA continue donc pour valider l'accord passé entre l'Iran et les grandes puissances, un accord qui d'une certaine façon est censé faire confiance aux ayatollahs, une confiance que beaucoup qualifient d'aveugle et de dangereuse. Selon un rapport publié en août par l'agence américaine Associated Press, l'AIEA pourrait autoriser l'Iran à avoir recours à ses propres experts pour inspecter les sites nucléaires, dont celui de Parchin, à un peu plus de 10 km de Téhéran. Et toujours au chapitre diplomatique, Benyamin Netanyahou est à Moscou ce lundi, tête-à-tête avec Vladimir Poutine pour tenter de calmer ses ardeurs en Syrie. Israël s'inquiète de voir des armes russes sophistiquées tomber dans les mains de ses ennemis. Daniel Haïk, une visite prévue aujourd'hui à 13 h. Mais avant cela, rappelons les objectifs de Vladimir Poutine en Syrie. Bien, il y a 3 objectifs principaux. Le premier est de sauver le soldat Assad, de préserver Assad. Le second, c'est de faire front avec l'allié légitimé qui est devenu l'Iran après l'accord de Vienne. Et le troisième point, c'est de montrer que la Russie est devenue une puissance régionale et qu'elle est présente sur le terrain, contrairement aux Américains. Alors, Benyamin Netanyahou est à Moscou pour dire quoi à Vladimir Poutine? Alors, Benyamin Netanyahou est à Moscou pour essayer d'expliquer à Vladimir Poutine qu'il ne voudrait pas que la présence massive de plus en plus importante de forces, de soldats, d'armes sophistiquées, d'hélicoptères et d'avions n'entrave la marge de manœuvre d'Israël, parce qu'il va expliquer qu'il y a plusieurs foyers de tension, en particulier le long de la frontière entre Israël et la Syrie, sur le plateau du Golan, des cellules qui essayent d'attiser la tension, on l'a vu à plusieurs reprises, qui ont obligé Israël à riposter à l'intérieur du territoire syrien. On ne voudrait pas du côté israélien que l'on soit obligé de se retrouver face à face avec des soldats, des officiers, des unités de l'armée russe. Cela risquerait de créer des frictions. Il faut rappeler historiquement qu'il y a déjà eu dans le passé, à l'époque où les Russes étaient extrêmement présents au Moyen-Orient et au Proche-Orient, en particulier en Égypte, des frictions. Il y avait eu un affrontement célèbre pendant la guerre d'usure entre l'aviation israélienne et l'aviation russe qui s'était soldée au détriment des Russes. 5 avions russes avaient été abattus par les Israéliens. Donc on veut éviter ce genre de situation, et puis aussi on veut rappeler que l'armement russe qui arrive
en Syrie est un armement qui risque de glisser ensuite vers le Hezbollah et de se retrouver au Liban, pointé en direction du territoire israélien. Et ça, on ne le veut pas aussi. Israël a déjà attaqué des convois de ce type pour détruire ces armes-là. Est-ce qu'il a des chances, Binyamin Netanyahou, d'être entendu par le Kremlin ? C'est une bonne question, parce que dans le passé, Binyamin Netanyahou a déjà effectué ce genre de visite éclair, précipitée. C'était à l'époque pour essayer d'empêcher la vente de missiles S-300 ou S-400 à l'Iran ou à la Syrie. À chaque fois, on peut dire que Vladimir Poutine a écouté poliment Binyamin Netanyahou, et puis dès que Binyamin Netanyahou est parti, il a fait ce qu'il a voulu. Les résultats ne sont pas tangibles, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un dialogue, que les deux hommes se respectent et qu'il est toujours bon de dialoguer, de parler. Voilà, et on rappelle que Binyamin Netanyahou ne vient pas seul, il sera accompagné aujourd'hui du chef d'état-major et du chef des renseignements militaires. Merci Daniel. Direction l'Irak à présent. Il y a plus d'un an, le monde découvrait le peuple yazidi, cible d'une opération ethnique commise par l'organisation État islamique. Nos équipes se sont rendues sur les lieux du martyr yazidi, là où depuis plusieurs mois, des familles s'activent pour sauver les femmes yazidis esclaves sexuelles. Esclaves yazidis, le prix de la liberté, c'est un reportage de Maël Benoliel. Erbil, capitale de la région du Kurdistan irakien. C'est de là que s'organise la résistance des Kurdes contre le groupe de l'État islamique. De longues heures sont nécessaires pour rejoindre les montagnes du Sinjar. Cette région d'Irak où quelques minorités tentent de se faire une place au milieu des Kurdes majoritaires. En décembre 2014, soutenus par les frappes aériennes de la coalition, les Peshmerga parviennent enfin à repousser les djihadistes. Mais le mal est déjà fait. Plus de 400 000 yézidis ont quitté leur région natale pour rejoindre les camps de réfugiés du Kurdistan. Plus de 5 000 hommes et jeunes garçons ont été exécutés à l'arme automatique. Des milliers de femmes et d'enfants sont capturés par les combattants de l'État islamique. Comble de l'horreur, ils sont emmenés par camion vers les villes sous contrôle de l'EI pour être vendus comme esclaves. Un an plus tard, plus de 3 000 d'entre eux sont toujours entre les griffes des djihadistes. J'ai été faite prisonnière le 3 du mois d'août à Sinjar avec mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, 2 de mes enfants sont encore en captivité. C'est à Kabarto que nous faisons la connaissance de cette jeune femme qui a fini par sortir de l'enfer djihadiste avec ses 2 enfants il y a un mois à peine. Nous nous sommes fait enlever par l'État islamique le 4 août à Dougra, à côté de Sinjar. Ce fut un cauchemar. Cet homme a vendu sa maison, sa voiture et une grande partie des biens qu'il possédait. Ce chef de famille yézidi a risqué sa vie à plusieurs reprises pour tenter de racheter les 20 membres de sa tribu, enlevés par des membres de l'organisation djihadiste il y a un an. J'ai dû me rendre 3 fois en Syrie à la recherche de ma famille. Et puis je suis allé en Turquie avec un cousin à moi. C'est là-bas qu'il m'a présenté à un ami à lui qui nous a mis en contact avec Daesh. Sfiyan a rejoint bénévolement le CYCI au moment de sa création il y a quelques mois. Ce yézidi de 23 ans habite dans le village de Khenke. Sfiyan a déjà contribué à plusieurs dizaines de libérations de femmes et d'enfants. Soit elles nous téléphonent, soit nous nous retrouvons avec notre équipe. Si nous ne les aidons pas avec de l'argent, ces familles ne peuvent pas sauver leurs proches détenus par l'État islamique. Ensuite, on prend contact avec M. Daoud et on s'accorde sur le jour de la transaction, le lieu et la somme qu'il faut verser au nom du CYCI. C'est comme ça qu'on sauve des gens. Car l'avenir du peuple yézidi en dépend. Un peuple multimillénaire persécuté depuis toujours et qui n'a qu'un seul et unique souhait, retrouver mères, femmes et enfants pour vivre en paix sur sa terre ancestrale. En attendant, ces rescapés de l'horreur disent d'une seule et même voix qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Et dans cette guerre, que ce soit en Irak ou en Syrie, les enfants sont également en première ligne. L'image du petit Aylan avait bouleversé le monde entier en faisant réémerger le sort des réfugiés syriens. Mais qu'en est-il des enfants restés en Syrie, sur le front, Cyril? Et oui, ce week-end, c'est une toute autre image qui a défrayé la chronique. Pas une image de mort comme celle du petit Aylan, mais une image de vie, cette fois, qui a bouleversé la toile. Nous sommes dans la ville d'Alep, en Syrie, théâtre d'âpres combats entre les forces rebelles et les forces régulières du régime de Bachar al-Assad. La ville
ville essuie, vous le savez régulièrement, des bombardements de l'armée syrienne. Une roquette est tirée, une femme s'écroule, elle est enceinte, elle est transportée d'urgence dans un hôpital d'Alep sous assistance respiratoire, et les chirurgiens volontaires de la SEMA, c'est une association médicale d'expatriés syriens qui va pratiquer sur la patiente une intervention plutôt inhabituelle, une césarienne très particulière puisqu'il va s'agir de sauver la mère tout en sauvant le fœtus atteint lui aussi par un éclat d'obus alors qu'il était toujours dans le ventre de sa mère. Vous allez voir, les images de l'intervention sont à couper le souffle après avoir effectué la césarienne sur la maman. Les médecins ont dû travailler sans relâche pour que la petite fille puisse respirer par elle-même. Il s'écoule pas moins d'1 minute avant que le bébé ne puisse pousser son premier cri grâce aux efforts de l'équipe. On va écouter ça tout de suite. Est-ce qu'on entend le cri du bébé ? On a vu donc le projectile qui a été retiré du front du nourrisson. Le bébé est sain et sauf. La plaie a été assez importante d'ailleurs au-dessus du sourcil. Alors la mère, le bébé et les 3 enfants qui ont tous 3 été blessés dans le bombardement ont survécu à leurs blessures et se remettent peu à peu. Alors aux dernières nouvelles, on ne connaît toujours pas le prénom du nourrisson, mais certains sur la toile proposent déjà de la baptiser Amal, qui en arabe veut dire espoir. C'est une petite fille. Une petite fille. Voilà. Et on lui souhaite longue vie. Merci Cyril. Un mot d'économie à présent, on s'intéresse à ces immenses centres commerciaux à l'américaine qui ont poussé comme des champignons en Iran ces dernières années. Et la future levée des sanctions internationales pourrait encore doper leur activité, transformant la République islamique en géant commercial du Moyen-Orient. Reportage. Loin des souks traditionnels rythmés par des marchandages sans fin, les Iraniens viennent de plus en plus faire leurs courses ici. Des centres commerciaux gigantesques, un concept fondamentalement occidental. Bien qu'il ressemble à tous les Apple Store du monde, ce magasin est une copie. Les marques occidentales doivent être importées en contrebande et les produits sont vendus à des prix exorbitants. Les pièces de rechange sont très difficiles et chères à obtenir. Il y a aussi des difficultés pour le service client et les réparations, car il n'y a pas de représentant officiel d'Apple ici. Beaucoup d'acheteurs et de vendeurs perdent de l'argent. Mais cela n'effraie pas les Iraniens. Environ 400 centres commerciaux sont sortis de terre en Iran ces dernières années, dont 65 pour la seule ville de Téhéran, malgré le manque de produits étrangers. Pendant les 10 dernières années, l'Iran a eu des problèmes avec la communauté internationale. En conséquence, le pays doit aujourd'hui gérer le manque d'investissements étrangers. Mais depuis l'accord nucléaire signé en juillet dernier, l'Iran attend le retrait des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Une opportunité pour reprendre les importations de produits étrangers. Nous pensons qu'avec le retrait des sanctions, nous allons voir émerger une nouvelle situation et de nouvelles conditions en termes de marques en Iran. Au moins dans le domaine de la mode et de l'habillement. Il va y avoir des changements culturels et esthétiques. Les sanctions pourraient être levées dès le début de l'année 2016, un espoir de boom économique pour ce pays riche en pétrole. Et pour les Iraniens, isolés depuis des années, c'est un espoir aussi de se reconnecter au monde. Et avant de se quitter pour un nouveau journal, cette expérimentation en France, un centre de désintoxication inhabituel. L'hôpital Lariboisière accueillera les premières salles de consommation de drogue à moindre risque, baptisée salle de shoot. Le projet a été adopté par le Sénat jeudi. Des salles de shoot ouvriront bien en France. Au cours de l'examen en séance plénière du projet de loi santé, le Sénat a donné son feu vert à l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, des lieux qui permettront aux usagers de drogue dure de s'injecter des substances avec un encadrement sanitaire. L'adoption du dispositif était pourtant loin d'être acquise. L'opposition majoritaire au Sénat avait annoncé sa volonté d'y faire barrage. Ces arguments, les salles de shoot encourageront la consommation de drogue et poseront de graves problèmes d'ordre public et de sécurité. Mais les Républicains n'étaient pas assez nombreux ce jeudi pour empêcher le vote en faveur du dispositif. Les sénateurs favorables aux salles de shoot s'appuient, eux, sur les travaux menés dans les pays où ce dispositif existe, comme en Allemagne ou en Espagne. Ces études révèlent que les salles de shoot limitent les risques de mortalité et d'infection liés à la prise de ces substances,
sans pour autant générer une hausse de leur usage. L'article 9 comporte néanmoins des restrictions. Il s'agit d'une expérimentation qui s'étalera sur 6 ans maximum et les salles de consommation devront dépendre d'un établissement médical. La première salle de shoot française ouvrira à Paris, sur le site de l'hôpital Lariboisière. À suivre, dans le morning, on vous emmène ce matin également à Taïbé, en Cisjordanie, pour un événement surprenant, le Festival de la bière de Taïbé. Ce petit village abrite la seule et unique brasserie palestinienne. Les images après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Merci d'être avec nous. On poursuit par la situation en Syrie avec un nouveau cessez-le-feu temporaire dans 3 localités du pays. Dans le même temps, sachez que 75 rebelles syriens entraînés par les États-Unis pour combattre l'État islamique sont entrés en Syrie ces dernières 48 heures. Les rebelles sont entrés sur le sol syrien en provenance de Turquie et à bord de 12 véhicules équipés de mitrailleuses. Maxime Pérez. Depuis dimanche matin, les armes se taisent à Zabadani. Dans cette ultime bastion rebelle à la frontière syro-libanaise, un nouveau cessez-le-feu a été instauré et pourrait être cette fois permanent, selon Mohamed Abou Qassam, l'un des principaux médiateurs impliqués dans les discussions entre rebelles et forces pro-régime. Avec l'appui du Hezbollah, voilà plus de 2 mois et demi que l'armée d'Assad pilonne sans relâche cette localité considérée comme stratégique. En réponse, une coalition de groupes islamistes bombarde Foua et Kafraya, 2 villages chiites dans la province d'Idleb, dernière poche de résistance du régime. Ces derniers jours, 9 attaques à la voiture piégée y avaient été perpétrées, dont 7 menées par des kamikazes appartenant à l'armée de la conquête. À Zabadani, les tractations avaient jusqu'ici échoué devant le refus de Damas de libérer plusieurs milliers de rebelles détenus dans les prisons du régime. Cette accalmie dans les combats pourrait ouvrir la voie à une stabilisation du front en Syrie et plus largement au coup d'envoi d'un règlement politique du conflit syrien. En visite à Londres samedi, le secrétaire d'État américain John Kerry a réitéré que le président syrien Bachar el-Assad devait partir, précisant toutefois que le calendrier restait à déterminer dans le cadre de négociations. Nous sommes prêts à trouver les moyens les plus rapides et les plus efficaces pour éliminer l'organisation de l'État islamique. Pour ce faire, ce n'est pas la peine de changer les positions ou les attitudes envers Assad et envers ce qu'il a fait à son propre peuple sur les crimes qui ont été commis dans la région. Dans ce processus diplomatique, les États-Unis souhaitent un dialogue constructif avec la Russie, qui, elle, continuerait d'acheminer des moyens militaires aériens à l'attaquer. Moscou s'est dit prêt à examiner une intervention en Syrie si Damas, son allié dans la région, en faisait la demande. Et l'arrivée ce week-end de 75 rebelles en Syrie n'a rien d'anodin puisque Barack Obama est sous le feu des critiques aux États-Unis. 500 millions de dollars ont été investis en 2 ans pour former ces rebelles. Mais le résultat est à peine croyable. Seuls 4 ou 5 rebelles syriens entraînés par les États-Unis pour combattre le I seraient encore actifs. Daniel, c'est un haut gradé de l'armée américaine en personne qui l'annonce au Congrès mercredi dernier. Oui, c'est tout simplement le commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient et en Asie, le général Lloyd Austin, qui l'a annoncé lors d'une audience devant le Congrès et devant la commission des armées du Congrès américain, qui est présidée, il faut le noter, par John McCain, un républicain. Et donc, il a effectivement reconnu, un peu penaud, que finalement, il y avait... Depuis 1 an, on avait investi 500 millions de dollars, des projets qui ont commencé en particulier vers le mois d'avril de cette année, pour former des rebelles, occidentalo-compatibles, comme on dit. Hein. Ce sont des gens modérés qui ne sont pas affiliés à Daesh, qui ne sont pas affiliés à Al-Qaïda, un groupe djihadiste, mais donc qui pouvaient, former un front contre Daesh pour lutter contre Daesh de manière efficace. Et en fait, on a constaté que finalement cette formation avait débuté. Il n'y avait eu que
60 candidats qui s'étaient portés donc pour suivre cette formation. Et finalement, au bout d'un moment, il s'est avéré qu'il y a eu des combats avec Jabhat el-Nusra en particulier, que Jabhat el-Nusra a fait prisonnier une partie de ses candidats, une partie de ses rebelles. Les autres ont été tués, les autres se sont dispersés. Résultat, on a investi cet argent. Apparemment, il a reconnu que l'argent avait été dépensé, mais pas de résultat. Un échec total. C'est John McCain qui a qualifié ça d'échec total et c'est un échec qui remet en cause d'une certaine manière. Un échec total, voilà. Pour les Républicains, ça reflète quoi de la stratégie américaine en Syrie? Eh bien, quand on a parlé tout à l'heure de Poutine et de son implication, de l'implication de l'armée russe à l'intérieur, sur le terrain, avec des forces terrestres, des forces aériennes, etc. On voit quelque part le contraste avec l'administration américaine qui refuse systématiquement d'envoyer des forces terrestres en Syrie pour freiner Daesh, pour essayer de combattre efficacement Daesh. Et là, on voit que finalement, il n'y a pas de palliatif, même si l'on veut essayer de trouver des rebelles qui sont compétentes, qui pourraient être compétents pour lutter. Eh bien, on n'y arrive pas. Même si on y investit des moyens sans fin, eh bien, on n'y arrive pas. Et le résultat est véritablement accablant pour l'administration américaine. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, il faut noter qu'il y a des informations qui circulent sur lesquelles eh bien, des généraux de l'armée américaine auraient présenté une vision très positive de la situation des combats entre l'armée américaine et Daesh, alors que finalement, ce genre d'informations prouve que c'est plutôt maigre comme résultat et que les combats n'apportent pas de résultats tangibles en Syrie. Et les Américains pourraient changer leur fusil d'épaule et se rapprocher de la stratégie, de la vision de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est ce qui se joue en ce moment au Pentagone. Merci beaucoup, Daniel Lake. Allez, on vous emmène ce matin également à Taïbé, en Cisjordanie, pour un événement plutôt surprenant. Il s'agit d'un festival de la bière dans ce petit village palestinien qui abrite la seule et unique brasserie palestinienne. Reportage sur place, Benjamin Le Souef et Alice de Comarmont. Nous ne sommes pas à Munich, mais bien en Cisjordanie, pour la Taïbé Oktoberfest, la réplique palestinienne de la fête bavaroise. Pour les Palestiniens, l'occasion de faire la fête, mais aussi d'obtenir une reconnaissance. On est ici pour montrer qu'on veut aussi vivre, nous avons de l'éducation, on veut s'amuser, on veut vivre comme n'importe quelle autre population dans le monde. La fête de la bière de Taïbé attire également des Israéliens, même si leur affluence reste modeste. Des gens super, des gens beaux, de la bonne musique, de la bonne bière, une vue magnifique. Donc pour nous, c'est formidable. J'aimerais que plus d'Israéliens soient au courant que cette réalité existe. Mes amis ne viennent jamais ici. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Pour eux, tout ce qui concerne la Palestine, c'est la guerre. À l'initiative de l'événement, Nadim Khouri revenait chaque été des États-Unis où il poursuivait ses études. À chaque retour, il brassait sa propre bière pour son entourage. Il y a 20 ans, retour définitif à Taïbé où il décide de monter sa brasserie. On est parti de zéro, de rien, et ça marche très bien. On ne me croyait pas au début. On pensait que j'étais fou, mais ça m'est égal. J'ai maintenant une brasserie. Mais ce n'est pas facile, c'est compliqué. Brasser de la bière en Palestine n'est pas comme brasser de la bière n'importe où dans le monde à cause des obstacles que nous avons. Mais parce qu'on aime ce qu'on fait, on le fait avec passion. Et maintenant, mes enfants apprennent de la même manière. C'est Madis Khouri, la fille de Nadim, qui va prendre la relève. Un challenge à plusieurs égards dans cette région que la jeune femme affronte avec courage. C'est un peu difficile d'être une femme lorsqu'on travaille dans une industrie ou une profession d'homme. Donc quand je dis aux gens que c'est moi qui fais de la bière, ils ne me croient pas. Et après avoir été convaincus, ils sont contents de voir que quelqu'un comme moi puisse faire de la bière. On est en Palestine, on fait des affaires, on exporte à l'étranger, on surmonte toutes les difficultés et les défis liés à l'occupation auxquels on doit faire face au quotidien. Et c'est un moyen de résistance pacifique, on peut dire. Une résistance affichée, comme le laisse entendre le slogan de la bière, « Goûter la révolution », une formule qui marche très bien dans la région. L'idée nous est venue en même temps ou juste un peu avant la révolution égyptienne en 2011. Donc les gens, quand ils ont entendu ce slogan, ont automatiquement connecté avec le printemps arabe.
C'est très malin parce que ça veut dire beaucoup pour tous les Palestiniens. Dans tous les sens du terme, faire de la bière soi-même en Palestine, c'est une révolution. Une véritable success story. Une production de 600 000 litres par an, 6 types de bières différentes, des exportations dans le monde entier. La famille gère aujourd'hui, en plus de la brasserie, un vignoble, mais aussi un hôtel inauguré spécialement pour le festival. Une manifestation devenue au cours des années la plus importante de Cisjordanie après la célébration de Noël à Bethléem. Et voilà pour ce festival de la bière à Taïbé. Mais la fête de la bière, vous le savez, c'est avant tout au Munich Oktoberfest. Voilà, c'est une tradition, longue tradition. Maurice, 6 millions de visiteurs en tout. Oui, 18 jours de fête, 7 millions de litres de bière pour 6 millions de visiteurs et 1 milliard d'euros pour l'économie locale. Mais cette année, Munich n'accueillait pas que des amateurs de bière, mais aussi 70 000 réfugiés. Écoutez le maire de Munich. Nous souhaitons un festival paisible, en particulier cette année, et au public d'y trouver du plaisir malgré tout cela. Nous voulons montrer que les deux choses sont possibles à Munich. Faire face émotionnellement avec la crise des migrants, mais en même temps d'être en mesure de faire la fête. Voilà, il faut dire que les autorités munichoises ont tout fait pour bien séparer les deux événements, comme le souhaite le ministre-président de l'État de Bavière. On l'écoute encore. L'un n'est pas directement lié à l'autre. Nous ferons tout notre possible au cours des 2 prochains jours pour garder la grande migration de masse loin de la région de Munich pour des raisons de sécurité. Nous avons vu beaucoup de solidarité dans d'autres villes bavaroises, mais ici le thème de la migration sera évoqué à l'écart de ce festival, car cela n'a rien à voir. Voilà, alors le ministre de l'Intérieur du Land, Joachim Herrmann, a justifié les choses de façon beaucoup plus directe. Écoutez ce qu'il a dit. Les demandeurs d'asile en provenance de pays musulmans ne sont pas habitués à rencontrer en public des gens extrêmement ivres. Alors les visiteurs sortent donc de la gare de Munich par la sortie sud. Ils sont accueillis par d'énormes affiches. Bienvenue à la fête de la bière. La sortie nord est réservée aux migrants. Juste quelques modestes pancartes de bienvenue mises en place par les organisations humanitaires qui distribuent des sandwichs et des bouteilles d'eau. Voilà, situation un peu délicate. Retour en Israël, Maurice, où la bière est aussi à la une de l'actualité pour d'autres raisons. Le ministre des Finances a pris une mesure à contre-courant, baisser les taxes sur l'alcool et la bière notamment. En effet, Barbara, le ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, a annoncé l'abrogation d'une augmentation de la taxe sur les alcools. La taxe sur la bière est réduite de 46% et celle sur les boissons fortes en alcool de 21%. Alors pour la petite histoire, Yair Lapid, le précédent ministre des Finances qui il y a 2 ans avait doublé les taxes sur l'alcool, avait prétexté un accord signé avec l'OCDE. Or, selon les enquêtes menées par les quotidiens économiques du pays, un tel accord ou des recommandations même en ce sens de l'OCDE n'ont jamais existé. Et pourtant, dans un rapport publié en 2015, l'OCDE préconise effectivement une augmentation de la taxation sur l'alcool. Regardez. Over the past 20 years, alcohol consumption has fallen slightly in OECD countries. But young people and women are drinking more. Alcohol is becoming more easily available, more affordable, and advertised more effectively. The OECD says 4 steps would reduce the damage done to individuals and society. In prices, by increasing taxes and setting minimum prices. In promotion, through greater regulation of advertising. By physicians and other healthcare professionals, by treating problem drinking more effectively. And by police, through stricter enforcement of laws against drinking and driving. Voilà, la sonnette d'alarme est tirée. L'alcool tue plus que le sida, la tuberculose et la violence réunies. Dans les pays de l'OCDE, la consommation d'alcool est estimée à 10 litres d'alcool pur par an et par personne, c'est-à-dire l'équivalent de 100 bouteilles de vin ou 200 litres de bière. Merci Maurice. Avant de se quitter pour un nouveau journal, un mot de sport. Vous le savez, la Coupe du Monde de rugby a démarré en Angleterre et au Pays de Galles, extrêmement populaire. Dans certains pays, eh bien, le rugby reste un sport méconnu. Dans d'autres, comme aux États-Unis, le pays du football américain, à Los Angeles, des irréductibles du ballon ovale se battent pour faire découvrir ce sport aux jeunes des quartiers défavorisés. Reportage. Loin des pelouses britanniques, ces jeunes des quartiers sud de Los Angeles s'entraînent à jouer au rugby.
Faute de moyens, le parking de leur école publique fait office de terrain. Ici, pas de plaquage, on joue au flag rugby, le rugby foulard. L'objectif est de saisir les bandeaux fixés à la taille de ses adversaires. On joue comme ça à cause du bitume. Ce serait trop dangereux de plaquer. Introduire le rugby dans les quartiers difficiles de Los Angeles, un pari fou que s'est lancé Stuart, ancien demi de mêlée passé par le championnat de France. Grâce à son programme entièrement financé par des dons privés, 3000 élèves de 14 écoles découvrent le rugby chaque année. Où que ce soit, si vous introduisez le rugby avec quelqu'un pour le faire, les gamins ont de grandes chances d'accrocher parce que c'est un jeu tellement sympa à jouer. C'est du travail d'équipe, l'esprit d'équipe est tellement important. Il y a de l'intensité, du contact, de la vitesse. C'est presque naturel pour ces gamins. Je suis beaucoup plus humble. Avant, je me la jouais un peu, mais ça m'a rendu plus humble. Maintenant, je me dis que je ne suis pas le meilleur et que je dois travailler dur. Et les efforts payent. Nia est régulièrement sélectionnée dans l'équipe des États-Unis de rugby à 7. Son objectif, participer aux Jeux Olympiques l'été prochain à Rio de Janeiro. Je n'avais pas vraiment d'objectif, de rêve, jusqu'à ce que j'apprenne que le rugby ne soit aux Jeux Olympiques. Depuis que je l'ai su, quand j'étais en 3e, je n'ai pas arrêté de m'entraîner, de faire de la musculation, de travailler ma vitesse, parce que je veux être assez performante pour y aller. Problème, tous ces jeunes passionnés de rugby risquent de rester sur leur faim. Faute d'intérêt populaire, les 2/3 des matchs de la Coupe du Monde ne seront pas diffusés à la télévision américaine. À suivre dans le morning, le goûter pour adultes fait son grand retour. Selon une récente étude, 65% des adultes s'y mettent. À suivre après un nouveau journal, le tour des nouveautés à boire et à manger pour une pause gourmande bien méritée. Restez avec nous, ce sera donc après un nouveau point sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Merci d'être avec nous. On poursuit avec Israël et cette tendance qui s'empare de toutes les mégalopoles. New York, Londres, Paris, Madrid ou encore Bangkok. Les bobos du village global adorent ça et Tel Aviv n'échappe pas au mouvement. Voici donc le Bet Romano, un coin sombre du sud de la ville avec un mélange de resto, de mode et de musique. Sandy Fortis. Un lieu où mode, design, gastronomie et art se rencontrent, c'est ce qu'on trouve dans cette rue quasi déserte dans le sud de Tel Aviv. À première vue, il n'y a pas grand-chose et pourtant, quand ils passent derrière cette porte, les jeunes Tel Aviviens pénètrent dans un lieu particulier. Cet endroit est super, il y a beaucoup de choses, c'est facile, tu arrives, tu manges, et puis tu vois quelque chose qui te plaît, juste à côté. C'est tout à fait représentatif de Tel Aviv. Dans cette cour entourée de plusieurs bâtiments, on trouve un restaurant, des magasins et notamment une boutique particulière, la toute première du magazine en ligne de Tel Avivian, une plateforme digitale qui réunit et promeut divers artistes et designers israéliens. En fait, l'idée, c'est de faire un complexe avec plein de dynamiques différentes. Donc il y a Eyal Shani qui a ouvert son restaurant en haut, donc ça amène du monde le soir. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois des lieux commerciaux qui fonctionnent la nuit et aussi de se lier avec, il y a pas mal de studios d'artistes à l'étage, et d'ouvrir les studios et d'avoir des expositions régulières. Derrière ce projet ambitieux, le chef Eyal Shani, avec ses associés, il veut créer un petit village pour les jeunes en plein Tel Aviv. On veut racheter magasin après magasin, faire un salon de coiffure, une librairie, vendre ici des sucreries qu'on confectionnerait nous-mêmes, et même un petit hôtel tout en haut. Ici en bas, une petite boutique qui ne vendrait que des frites. Vous savez, à tout lieu convient son rêve. J'espère qu'on a trouvé le nôtre. Musique, performance, l'ambiance est au rendez-vous. Les jeunes résidents de Tel Aviv semblent être séduits par ce lieu spécialement créé pour eux. Je veux que les jeunes de 24 ans viennent ici, ceux qui se promènent la nuit comme des loups, qu'ils trouvent ici leur bonheur.
Un repas concocté par Eyal Shani pour moins de 20 €, des boutiques branchées et de l'art. La recette d'une soirée réussie. En fait, tout est lié et que c'est agréable d'avoir sur un lieu des expériences multiples, c'est-à-dire de se dire qu'on vient ici, qu'on peut manger, on peut acheter quelque chose, on peut voir de l'art et c'est une expérience complète. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. On voit ce mélange partout, donc c'est cool de voir ça à Tel Aviv. Beth Romano, le paradis des jeunes en devenir de la ville blanche. Et on s'intéresse à une autre tendance également, une tendance qui peut rapporter gros cette fois, mais pour cela il faut s'appeler Ronaldo ou Kim Kardashian. Rudy, c'est le business du tweet. Oui, aujourd'hui un tweet peut coûter cher parce que tout simplement il a un réel impact. Alors pour vous expliquer un petit peu le mécanisme, le phénomène, on va remonter en 15 février 2013. À cette époque-là, Oprah Winfrey, votre idole Barbara, animatrice superstar des talk shows américains, avec ses 16 millions d'abonnés sur Twitter, lance ce petit tweet qui peut paraître anodin. Alors cette machine, Tefal, a changé ma vie, voilà, et on ne m'a pas payé pour que je vous le dise. Ouais. Voilà, une recommandation à peine voilée, donc qui est faite à ses fans, qui va valoir plutôt à l'entreprise Seb, qui fabrique ce robot ménager 3 milliards de contacts, 1600 articles relatifs à son produit en seulement 48 heures. Et petite cerise sur le gâteau, l'action de l'entreprise va monter de 4%. Donc là, vous avez compris l'impact. Alors depuis, on a compris justement ce mécanisme. Par exemple, 140 000 €, c'est le prix d'un tweet de la superstar du basket LeBron James, et 230 000 €, c'est le prix d'un tweet qu'on dit sponsorisé de la star du ballon rond, Cristiano. Combien par tweet ? 230 000 € le tweet quand il est sponsorisé, c'est quand il fait l'éloge d'un produit ou d'une marque. Alors en achetant un tweet de Ronaldo, vous vous adressez directement à 100 millions de fans prêts à adorer. Qui le suivent sur Twitter. Bien sûr, et qui sont prêts à adorer tout ce que leur idole adore. Donc c'est une sorte de rôle de prescripteur 2.0. Alors, cette pratique est connue. En revanche, une opération marketing d'un grand fabricant de téléphones fait polémique. De quoi s'agit-il et pourquoi ? Ça fait un flop. Ça s'est passé la semaine dernière du côté de la piscine Molitor et sur Twitter. Alors, donc, c'était un grand concert avec le chanteur Mika et le DJ The Avener. Alors, le tout, c'était pour lancer un nouveau téléphone de la marque. Alors, du côté de Samsung, on a sorti les grands moyens et on a même fait un teasing de la soirée dans une page de pub sur TF1 quelques minutes avant ou même au tout début de la soirée. Et là, vous allez voir qu'un début de confusion commence. Regardez. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous sommes en direct de Molitor pour ce concert exceptionnel et exclusif organisé par Samsung. Alors, le spectacle vient juste de démarrer. C'est le lancement du tout nouveau Galaxy S6 Edge Plus. L'ambiance est juste dingue et regardez qui est sur scène juste derrière moi. Vous le voyez, Mika dans ce lieu incroyable pour un show unique. Alors vous le voyez là, ça ressemble à une émission de télévision, mais c'est une pub, mais dans l'espace pub. Alors la suite, elle se passe sur Twitter, un flot de tweets de célébrités très populaires comme Kev Adams, Elise Moon, Florent Pagny, Tony Parker ou encore Miss France, Valérie Benaim. Bref, énormément de monde ont tweeté un lien avec le même hashtag qui renvoyait donc au site internet de Samsung, le constructeur coréen, sur lequel était retransmis le concert, mais pas que. Il y avait évidemment des éloges du nouvel appareil. Alors pire encore, les people qui tweetaient le faisaient depuis leur iPhone, l'appareil d'Apple. Alors c'est le cas par exemple de Tony Parker. Cerise sur le gâteau, de nombreuses célébrités n'étaient même pas présentes à ce concert, donc faisaient semblant en fait de live tweeter ce concert tout en restant chez soi. Alors c'est de la pub déguisée, clairement. Est-ce que c'est légal ? Alors c'est une question qui est très complexe. En tout cas, la ficelle était tellement grosse que Samsung a été très critiqué dès le lendemain par les internautes eux-mêmes et par tout le monde du marketing, parce que depuis la polémique a enflé. Alors pour vous répondre, les AROC ont mené l'enquête. Un avocat spécialisé dans le droit de la pub rappelle un principe très simple, que ce soit à la télévision ou sur Internet, quand une publicité doit toujours être signalée comme telle aux consommateurs. Or ici, ce n'est pas le cas. Depuis, les célébrités deviennent en fait des ambassadeurs de la marque, ce qui implique un contrat, et on n'a pas encore vu de contrat entre la marque et donc les people. Et pour aggraver le cas de la firme coréenne, il s'agit aussi d'un spam, c'est-à-dire que c'est une publicité qu'on vous met sous les yeux sans forcément que vous ayez envie de la voir. Mais Samsung reste dans la légalité parce que tous ces tweets faisaient la promotion d'un événement culturel et non pas
de l'appareil en question. Donc légalement, Samsung est couvert, mais a fait un énorme... Ils jouent sur ce flou, quoi. Absolument, mais ils ont fait un énorme flop au niveau de la communication, tout simplement parce qu'ils ont pris les internautes pour des imbéciles. Merci Rudy. Restez avec nous. On va parler à présent goûter. Pas celui de vos enfants, non, 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 le vôtre. Vous avez droit, vous aussi, à votre 4 heures, mais pas n'importe comment. Bien sûr, on voit ça avec vous, Bethsabée, vous nous dites tout sur le goûter pour adultes. Et oui, puisque le goûter, ça nous concerne aussi, les filles, les garçons. Rudy, d'ailleurs, les chiffres le prouvent. Selon une étude du Crédoc, eh bien 65% des adultes goûtent. Ça, c'est ceux qui l'avouent en plus. Donc, si on considère une petite marge supplémentaire, on atteint facilement, certainement, les 70-75%. Et pour cause, eh bien, avoir faim à 16h ou à 17h, eh bien, ce n'est pas seulement un péché, c'est tout à fait normal. De la même façon, si vous avez faim trop tôt après le repas, après votre déjeuner, là, c'est pas normal. Ça peut vouloir dire que votre déjeuner n'a pas été équilibré. Non seulement vous avez le droit, mais vous devez goûter, à la différence du grignotage. Et oui, le goûter présente plusieurs bienfaits. Il apporte de l'énergie pour tenir encore quelques heures, notamment si vous êtes encore au boulot. Il permet de mieux répartir les apports alimentaires dans une même journée. Et puis même d'un point de vue diététique, j'en vois qui pensent déjà à leur régime, eh bien en goûtant, vous allez calmer votre faim, ce qui vous permettra, une fois le soir venu et une fois rentré à la maison, de ne pas vous jeter sur votre réfrigérateur. Exactement. Alors comprenez-moi, logiquement, votre dîner en sera logiquement allégé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on mange pour le goûter? On peut manger ce qu'on veut? Alors si vous allez sur Internet, si vous voguez un petit peu, si vous surfez, vous allez voir les diététiciennes vous diront que la collation doit être un mini petit déjeuner. Alors on connaît la chanson, regardez, boisson chaude, fruits aux compotes, produits laitiers, féculents. On va vous rajouter au passage que les féculents, il faut que ce soit fait avec de la farine, si possible pas complètement blanche, mais plutôt complète, parce que sinon votre index glycémique va augmenter, c'est pas bon. Alors ça, c'est le petit déjeuner façon goûter façon petit déjeuner continental. C'est pas très attrayant, mais on vous dit que ça c'est bien. Alors sinon, vous avez aussi, en fonction de vos goûts, sucré-salé, un autre goûter. J'ai trouvé le kit de l'écureuil. Alors là, vous avez une dizaine de noix, noisettes et amandes, quelques abricots secs, des figues. Alors vous avez aussi les raisins secs. C'est pas nécessaire d'être écureuil pour le... Voilà, exactement. Vos dents à vous, ça ira très bien. Et là, on vous dit que c'est très bon pour la santé parce qu'il y a des fibres, il y a des protéines, c'est très bénéfique. Et puis, en tout cas, ce qui est important dans tout ça, c'est d'oublier les barres chocolatées. On évite le gras, désolé. Les tartines au Nutella. Exactement, de toute façon, le Nutella, ce n'est pas écolo, et donc on essaye de boycotter les chips, les barres chocolatées, etc. Alors le problème, c'est que les aliments pour lesquels on craque le plus, ce sont justement les aliments gras sucrés. Ça concerne les 3/4 des personnes qui grignotent. Or, ce mode de consommation est bien conduit à manger parfois beaucoup plus avant d'être rassasié. Donc, vous êtes perdant de toute façon. Je parle aussi de la mauvaise conscience. Et puis, si on n'avait pas forcément faim, cet apport alimentaire se rajoute donc au repas classique. Et donc, on l'aura compris, il déséquilibre la ration alimentaire. Ça rajoute un sacré nombre de calories. Et en plus, vous faites la tête après. Donc, pour voir si vous avez bien compris, Rudy, disons que c'est l'heure du goûter. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, les raisins et les noix de cajou ou alors les barres chocolatées? Les raisins et les noix de cajou. Et ben voilà, il a bien compris la leçon. On les a pas bien vus à l'écran, mais voilà. Comme ça, il y aura le chocolat pour Barbara. Voilà, les raisins et les noix de cajou, je vous les donne, je garde les barres chocolatées. C'est le kit de l'écureuil. Voilà. Dans les autres mornings, il y a des croissants et des pains au chocolat, nous on a des noix de cajou. Voilà, c'est triste, hein. On est à la diète. Merci Bethsabée, je suis un peu déçue quand même. Direction Jérusalem à présent, visite guidée d'un musée qui vient d'ouvrir ses portes. Il est consacré aux évangélistes. On parle de toute autre chose, il n'est plus question de goûter. Ils se disent grands amis d'Israël, mais leurs ambitions sont aussi prosélytes. Léa Bouchoucha et Nasseb Safadi. Le musée Foz, qui célèbre les chrétiens et autres non-juifs ayant aidé à la construction d'Israël, vient d'ouvrir ses portes au cœur de Jérusalem. A priori, le terme de chrétien sioniste est pour le moins étonnant. Mais qu'importe, il s'agit avant tout pour le fondateur du musée Les Amis de Tzion, Dr Mike Evans, de témoigner de l'authentique amitié unissant juifs et chrétiens. Premièrement, l'État d'Israël a besoin d'amis. Il y a des dizaines et des centaines de sionistes qui ne sont pas juifs, et ces sionistes non-juifs aiment les juifs ainsi que l'État d'Israël. Ces chrétiens, qui sont-ils? Des sionistes purs et durs, issus de différents groupes généralement fondamentalistes.
Ce mouvement s'est progressivement développé aux États-Unis, où il est devenu une composante de la droite évangélique. Si le musée leur rend hommage, c'est parce que des milliers de non-juifs, protestants, catholiques, pour la plupart méconnus, ont épousé la cause du sionisme. Juifs et non-juifs, ils ont tous investi leurs rêves, leur fortune et leur vie pour aider à créer et promouvoir cette nation que nous aimons tous. Ces amis de Sion qui nous ont précédés ont payé leur part. C'est maintenant à notre tour de suivre leur pas et de continuer ce qu'ils ont honorablement commencé. Le mouvement des chrétiens qui soutiennent ce nationalisme juif est pratiquement inconnu en France. Mais le sionisme chrétien, qui rassemble différents groupes généralement fondamentalistes, s'est progressivement développé aux États-Unis. Il est devenu une composante de la droite évangélique et bénéficierait de la bienveillance du mouvement néoconservateur. Abrité dans un bâtiment de 4 étages, le musée propose des expositions thématiques, notamment autour des personnalités politiques qui ont soutenu l'État d'Israël, comme le président américain Harry Truman ou encore le Premier ministre britannique Winston Churchill. L'inauguration a été célébrée la semaine dernière en grande pompe. Danseurs, chanteurs et nombreuses personnalités du monde politique, comme l'ancien chef d'État israélien Shimon Peres, président du comité de direction du musée, étaient présents au quartier branché de Nalat Shiva, dont une partie a été fermée pour l'occasion. Les hommes et les femmes courageux qui sont commémorés dans ce musée sont des héros. Ce sont des justes de la nation. Ils sont importants pour chacun de nous, pas seulement parce que beaucoup d'entre nous leur doivent la vie, mais surtout parce que c'est à eux que l'on doit notre sens moral de l'humanité. Véritable voyage dans le temps, au décor virtuel en perpétuelle métamorphose, faisant surgir abîmes et reliefs, le musée interactif retrace aussi l'époque du mandat britannique, celle de la Shoah, ainsi que l'établissement de l'État d'Israël. Je pense que c'est important. J'appelle tout le monde à venir voir ce musée car c'est magnifique. Chacun doit savoir ce qu'est notre pays, c'est notre maison. On ne sait pas où aller ailleurs. Et si les amis de Sion nous aiment et le croient aussi, je veux faire partie de cela. L'exposition est désormais ouverte au public et le musée propose des visites guidées, gratuites, jusqu'en décembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. On se retrouve dès demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.